Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Let the music play. Thierry, Jean-Luc et l'artiste du jour pendant une heure. Thierry vous fait découvrir l'histoire, la vie, l'œuvre, le répertoire de l'artiste du jour. Let the music play avec Thierry. Let the music play, 19h-20h sur Fréquence Méditerranée. Let the music play, c'est maintenant. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est parti pour le direct, ça y est, le direct. On est en direct de 18h à 19h, pardon, mais donc pas en live Facebook. Et là, on démarre notre émission Let the Music Play, comme je vous l'ai annoncé, avec Thierry. Salut Thierry. Bonsoir, ça va Jean-Luc? Bah écoute, moi super content de te retrouver. Merci, on se voit 2 fois par mois en studio et avec toujours des émissions toujours aussi bonnes, toujours aussi bien préparées, où on apprend plein de choses, où j'apprends plein de choses. Oui. Et ce soir, une émission spéciale ce soir, mon cher Thierry. Elle est un petit peu particulière. Donne-nous un petit peu le goût de cette émission. Eh bien, en fait, j'ai appelé l'émission C'est l'histoire d'une chanson, mais ça va être l'histoire de plusieurs chansons. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous parler un petit peu de certains artistes, certains producteurs, au travers de chansons qui ont marqué ou pas l'histoire de la musique, et avec, bien entendu, toujours au milieu quelques petites informations que vous n'êtes pas censé connaître et que moi j'ai été dépoussiéré du fin fond de mes connaissances et de tout ce que je pouvais faire. C'est ça qui est génial avec toi, on apprend toujours plein de choses, et puis surtout, on a toujours une émission donc interactive, puisqu'on peut nous suivre sur le live Facebook, bien sûr, les gens le savent. On nous écoute sur le web, www.fmradio.fr, et puis bien sûr la FM 96.6. Et puis vous nous rejoignez sur le web. Je vais mettre le partage de cette émission en ligne et on te laisse démarrer. Moi, bien sûr, je vais être avec toi pour t'accompagner. Ben écoute, avec plaisir. Tu es le bienvenu chez toi, n'est-ce pas? Voilà, tu es ici chez toi. Hein. Voilà, ben on va tout de suite un petit coucou à ceux qui nous rejoignent, à Julien, à Martine, et voilà, bonsoir l'équipe. Ils nous disent bonsoir nos auditeurs, merci d'être avec nous. Et j'en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à un ami à moi, à qui je pense beaucoup en ce moment, qui s'appelle Bertrand, qui est du côté de Toulouse. Et j'ai une petite pensée pour sa femme qui est d'origine ukrainienne, parce qu'en ce moment, forcément, avec l'actualité, c'est un petit peu tendu. D'accord. Et donc je fais une grosse bise aussi à sa maman, puisqu'elle a fait venir sa maman depuis Kaminiesc, où ça commence maintenant, c'est juste en dessous de Live, ça commence un petit peu à bombarder dans le secteur là-bas, et donc elle est venue s'occuper de son bébé, et en même temps elle va passer un petit peu, en laissant son mari là-bas tout seul à s'occuper de planter les tomates. Voilà, malheureusement. Voilà, bon écoute, on va passer un bon moment nous en tout cas. Voilà, on espère, on est là pour passer un bon moment, et d'ailleurs je vous envoie tout de suite un petit morceau, histoire de vous mettre dans l'ambiance directement. Voilà, c'est parti. Voilà, je pense que tu as reconnu cette musique, non, quand même? Oui, Video Kills the Radio Star, voilà. Des Buggles. Exactement, et alors donc j'en profite parce que... Tu sais que je peux rarement faire des quiz quelque part, parce qu'en général, je trouve dès les 3-4 premières notes, à force de passer les morceaux, forcément, surtout que ça, c'est quand même des morceaux qui se veulent incontournables. Ça fait 40 ans. C'est très très vieux déjà. Non, mais moi ça fait 40 ans que toi, je fais. Oui, donc, c'est sûr. Toi un petit peu plus. Moi un petit peu plus, je suis un petit peu plus âgé, c'est vrai. Alors les Buggles, les Buggles, en fait quand on parle des Buggles, on parle surtout de deux personnes. Pas les beaux gosses, les Buggles. Ouais, c'était des beaux gosses aussi à l'époque, ils étaient pas mal. Ils ont un petit peu vieilli maintenant, parce qu'ils ont pas loin de 70 ans quand même, comme le temps passe vite. Hein. Voilà, donc les Buggles, en fait, c'est l'association de deux personnages, et d'un surtout qui s'appelle Trevor Horn, qui était le bassiste, qui avec ses lunettes rondes à la Jean Roucas, là. Et puis il y avait donc le gars qui jouait du clavier qui s'appelait Geoffrey Downs. Ils ont monté ce groupe qui a été vraiment un groupe fantôme, hein, pratiquement un groupe éphémère, parce qu'ils sont rentrés dans le paysage audiovisuel aussi rapidement qu'ils en sont sortis, en tout cas par le biais de leur composition Video Kill the Radio Star. J'ai que ce titre moi dans la tête. C'est ça, tu risques pas d'en avoir un autre, parce que ça a vraiment été un disque météore. Ils ont fait un disque, ce morceau-là qui a été un tube pratiquement incontournable, un des plus gros tubes de l'histoire de la variété internationale, et c'est pour ça que j'en parle ce soir surtout, parce que c'est quand même très novateur. C'est que pas Geoffrey Downs, Trevor Horn, le chanteur et producteur du morceau, était littéralement un visionnaire, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui est en avance sur son temps, parce que si on traduit littéralement la chanson Video Kill the Radio Star, la vidéo a tué les stars de la radio. Voilà en gros ce que ça veut dire en traduction littérale. Et c'est tout à fait ça, parce qu'en fait c'était l'émergence de MTV, tu sais, cette chaîne britannique qui passait beaucoup de clips vidéo, plus, je crois. et qui à l'époque n'existait surtout pas, elle n'avait pas été créée encore.
Et en fait, quand elle est sortie, le premier clip qui est passé, c'est justement la chanson des Buggles. Et si tu veux, Geoffrey Downes avait déjà, avec Trevor Horn, enfin surtout Trevor Horn, avait déjà imaginé qu'à un moment donné, l'image prendrait le dessus par rapport au son. Voilà, c'était son truc. En fait, il a tout basé là-dessus. Et en fait, toute sa carrière en tant que producteur, parce qu'il était beaucoup plus producteur que compositeur, est partie de ce fait-là. Et donc, quand ils ont créé les Buggles, bon, ça a été vraiment un tube incontournable. On peut se rappeler d'ailleurs du début du chant qui faisait ceci, n'est-ce pas? I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony. Mais j'adore ce titre, moi. Ah, c'est magnifique. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'en plus, il y a au niveau de l'arrangement musical, on a dépassé de très loin ce qu'on avait entendu jusqu'à présent. C'est très inventif comme musique. Il faut vraiment écouter cette chanson à tête reposée pour s'apercevoir du fourmillement de tout petit détail. Rien que le fait de la voix avec cette espèce de vocodeur qu'il a mis sur la voix, c'était quand même assez novateur à l'époque. Un vocodeur, c'est un appareil qui transforme la voix. Voilà. Ça pour ceux qui connaissent pas. Qui n'a rien à voir avec l'autotune aujourd'hui qu'on entend partout dans tous les chansons de rap, etc. Je profite pour toujours de communiquer avec nos auditeurs, avec Thomas, Barbara et Abdella qui nous rejoint pour nous écouter dans cette émission spéciale. Pas de problème, on les accueille avec plaisir. Voilà. Bienvenue chez nous. Donc en fait, ce morceau disait désormais place à l'image et aux nouvelles technologies. Ça y est, on va changer de registre. Donc tout le mérite en revient à Trevor Horn. Donc au travers de ce morceau qui a été un tube incontournable, qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires et sur un disque, un groupe fantôme, hein, parce qu'en fait après c'est passé complètement à la trappe, on va dire. Et si tu veux, les Buggles, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait eux, ils se sont servis de cette notoriété. Ils ont tout de suite été appelés par le groupe Yes, qui était un groupe qui marchait très très fort à l'époque et qui est aussi un des premiers groupes qui mettait vraiment le côté symphonique à la page, qui sortait de l'époque de Genesis, de Peter Gabriel et tout ça. Et en fait, quand le chanteur John Anderson a voulu quitter le groupe, ainsi que le clavier Eric Wakeman, c'était ce clavier qui était très très grand, avec une grande toche blanche et des cheveux translucides, enfin vraiment complètement peroxydés, et c'était l'image du groupe Yes. Et ben ils ont appelé Geoffrey Downes et Trevor Horn des Buggles pour les remplacer. Ça s'est assez mal passé. Ils ont fait un album qui s'appelle Drama, qui était pourtant excellent. Mais par contre, à chaque fois qu'ils faisaient des concerts, il y avait le public entier qui sifflait Trevor Horn parce qu'il ne pouvait pas admettre que Trevor Horn ait pu remplacer l'incontournable chanteur de Yes, John Anderson, qu'il faut le dire d'ailleurs, avec quand même une voix assez extraordinaire. Voilà, tout ceci pour vous dire que, excusez-moi, que cette chanson, donc Video Kill de Radio Star, a littéralement, n'est-ce pas, dépoussiéré tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. On écoute le refrain, mais qui ne connaît pas le refrain? Voilà, il y a même un film qui est sorti qui rendait hommage un petit peu à cette chanson, qui s'appelait le film Radio Star, tout court, un film de Romain Lévy avec Manu Payette et Clovis Cornillac, et qui était l'histoire justement d'une radio qui a un petit peu, enfin pas comme la tienne, parce que la tienne n'est pas en perte de vitesse, mais une radio qui était un petit peu en perte de vitesse, et par le biais de ses animateurs, ils essayaient de lui redonner un nouvel élan, etc. Donc très bon film que je vous conseille, qui date quand même de quelques années déjà. Et il y a eu un groupe américain qui s'appelait President of the United States of America, qui se sont permis de reprendre cette chanson Video Kill, et dans le courant du film, on entend à un moment donné ceci. Extraordinaire. Voilà, donc ça c'est une nouvelle version. Parce qu'on avait une coupure de streaming de vidéos, parce que apparemment Facebook a entendu le titre et Facebook a coupé. On a mis pourtant 20 secondes et ils nous ont coupé la vidéo. Ah ouais, non, ils sont terribles. Ah ouais, bientôt il va falloir mettre 15 secondes. On va bientôt mettre même plus de musique du tout. Je sais plus, écoute, voilà. Je sais plus. Donc ceci pour vous dire, donc Trevor Horn, qui est donc à l'origine du groupe Les Buggles, il va donc ensuite rentrer avec son compère Geoffrey Downes dans le groupe Yes. Ça va assez mal se passer, même s'il faut un album qui est très très bon. Et il est tellement énervé, lui, de
voir qu'à chaque fois il est sifflé quand il chante et que le public, enfin les fans en tout cas, ne lui reconnaissent pas le talent de chanteur qu'avait Jon Anderson. Il faut dire que c'est difficile de remplacer Jon Anderson, le chanteur de Yes. Donc du coup, il a fait une petite année, puis il est parti. Et là, il a décidé, ça l'a tellement dégoûté, il a décidé de se lancer dans la production. Là, ça devient intéressant par contre, parce que bien entendu, il va prendre sous son aile un guitariste exceptionnel d'origine sud-africaine qui répond au nom de Trevor Rabin. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça ? Non. Et pourtant, Non. tu sais très bien qui c'est Trevor Rabin. Je pense que les gens qui nous écoutent Non, le nom et ne le s'en prénom, ça doutent me pas parle encore. Mais tu vas m'apprendre. Mais on est en 1979. Ce guitariste, donc, qui est d'origine sud-africaine, vit à Londres. Et un jour, il décide d'aller aux toilettes. Enfin, c'est pas un jour, il décide d'aller aux toilettes. On va aux toilettes comme tout le monde va aux toilettes. Et puis, il se passe souvent des choses quand tu vas aux toilettes, tu vois. Et lui, il va aux toilettes. Et quand il sort des toilettes, il a eu l'idée, n'est-ce pas, d'un morceau. Et en fait, ce que je vais vous mettre, c'est exactement ce qu'il a composé tout de suite après. Hein. Donc imaginez, il vient juste de tirer la chasse, n'est-ce pas ? J'ai récupéré ça dans une vieille vidéo. Et il va chanter ça. C'est lui que vous entendez fredonner, avec, il n'y a même pas de texte, hein, c'est pour vous dire. Écoutez ça. Ça te dit quelque chose ? Oui, quand même. Move yourself. Yeah, da, 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 da. Da, 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 da. Move yourself. Da, 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 da. Da, 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 da. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment les petites maquettes comme on a pu les enregistrer quand on était gamin, tu sais, sur un portable studio à la va-vite et ça. Et donc lui il a enregistré ça et donc vous avez déjà reconnu le morceau qui va arriver derrière, bien sûr. Hein. Alors c'est attends, du coup, On va en parler de toute façon. En l'écoutant comme ça te perturbe. Voilà, ben alors je te laisse dans ta perturbation. Le groupe Yes. C'est ça, tout à fait. Parce que de toute façon, il y a quand même une espèce de suivi sur ce que je suis en train de dire. J'ai pas pris ça par hasard, bien entendu. Donc en 79, il fait ça. Et en 1980, il décide de faire une maquette un petit peu plus élaborée. Et ça donne ça. C'est lui qui chante, hein, Trevor Rabin. Lonely Earth. Voilà, c'est ça, on y arrive. Alors je te mets le refrain dans la foulée aussi. C'est toujours sa version, hein. Donc on était en 79 où il a fait donc la partie acoustique. En 80, il a fait ce qu'on vient d'entendre maintenant. Et en 81, du coup, il est plus à Londres, il est à Los Angeles. Il peine à publier son album solo. Et le président d'Atlantic Records, Phil Carson, lui présente 3 musiciens, Chris Squire, Alan White et Tony Kaye. Ces 3 musiciens ne sont d'autres que des 3 musiciens de Yes de l'époque. Donc le groupe est parti en sucette puisque Jon Anderson a disparu avec Rick Wakeman, donc il n'y a plus de Yes, exit. Et là donc le producteur Phil Carson décide de remonter un groupe avec Trevor Rabin comme guitariste. Et ils vont appeler ce groupe Cinéma. Tout simplement. Ouais. Pourquoi pas, hein. Ouais. Il l'appelle Cinéma, Ouais. et il commence à faire donc à rentrer en studio pour faire un morceau. Le producteur de l'époque, c'est Trevor Horn, l'ancien des Buggles, D'accord. qui connaît très bien Yes et qui connaît très bien Chris Squire, Alan White et Tony Kaye, puisqu'il a joué avec eux, n'est-ce pas, quand Rick Wakeman et Jon Anderson sont partis. Il écoute tout ça et bon, à un moment donné, le disque est quasiment pratiquement prêt à envoyer au pressage, mais il manque l'accroche, il manque encore un titre terrible parce que Trevor Horn, qui est un perfectionniste, il dit ouais, bon, les morceaux sont bons, mais il manque quelque chose. Et au même moment, le bassiste Chris Squire, lui, se balade, n'est-ce pas, et il tombe sur Jon Anderson, puis il avait plus revu depuis l'époque où il avait quitté Yes 2 ans avant. Il le revoit, il lui dit nous on est en train de monter quelque chose là, un groupe qui s'appelle Cinéma. Il lui fait écouter quelques morceaux et Jon Anderson trouve ça très bien. Bon, ils boivent un coup, tu sais comment ça se passe. Oui. Et puis après quelques caisses de bière descendues, finalement Jon Anderson arrive au studio, il rencontre tout le monde, Phil Carson le producteur, il voit Trevor Horn qui connaissait quand même puisqu'il savait que c'était lui qui l'avait remplacé au chant dans Yes, etc. Et puis bien entendu il se met au chant et forcément il est quand même nettement meilleur chanteur que Trevor Rabin. Donc tout de suite les gars ils disent non, quand même ça serait bien s'il pouvait revenir, tu vois. Donc il arrête pas de lui bourrer le mou et finalement ils reviennent. Donc du coup, alors pour le coup, Chris Squire, Alan White, Tony Kaye et Jon Anderson, là Yes est refondé
purement et simplement. D'accord. Donc ils oublient le nom cinéma et ils repartent sur Yes. Le groupe Yes. Ils repartent sur Yes. Sauf que Trevor Horn, lui, il en démord pas, qu'il veut toujours son morceau avec une grosse accroche et il laisse traîner toutes les démos parce que tous les morceaux qui avaient été faits étaient faits à partir des démos de Trevor Rabin, le fameux guitariste D'accord. sud-américain. Celui en sortant des Voilà. toilettes. Exactement. Et donc à un moment donné, notre ami Trevor Horn tombe sur ça que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Ah, il se dit quand même c'est pas mal, mais là il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de mieux. Il rentre en studio et lui, parce que Trevor Horn c'est un sacré musicien, il commence un peu à trafiquer. Un peu comme les Buggles, donc avec un son particulier Voilà, sur cette très vidéo. psychédélique, Très avec psychédélique. beaucoup de synthés qui se croisent de partout. Et c'est ce qu'il va mettre sur ce titre. Et c'est en fait, Yes va réaliser le plus gros tube qu'il n'avait jamais fait, parce qu'avant c'était une musique un petit peu particulière, très intimiste quand même, il faut connaître un petit peu Ce que tu l'histoire viens de Yes. d'écouter, c'était un peu gentillé. Voilà, tandis Au que niveau là, du son. Hein. tandis que là on envoie du lourd et du pâté. Et là c'est Ian Anderson qui chante. Le son est complètement différent. Ah ben c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Quand on se met le refrain rien que pour la beauté du. Ah. Moi c'est une chanson que j'adore. Hein. Ça va depuis le début de l'émission, deux chansons qu'on aime bien, quoi. Ah ben c'est pas fini, Ouais. c'est pas fini. Alors c'est le coup de foudre absolu de Trevor Horn avec ce morceau. On parle sur le titre, comme ça évite que Facebook nous coupe. Voilà, ouais, non, mais là c'est coup de foudre absolu. Trevor Horn dit je veux ce morceau et ils vont faire donc le tube incontournable de Yes, relancer la carrière de Yes et du coup Yes va réaliser pour la première fois de sa carrière une entrée dans les charts parce qu'avant c'était une musique très intimiste, il y avait beaucoup de fans qui suivaient Yes comme Genesis et tout ça. En fait, il s'est passé la même chose avec cette chanson qui s'était passée avec Genesis lorsque Gabriel est parti, que était quand même assez dur dans ses textes et son approche très intellectuelle de la musique, et que Phil Collins est arrivé, il a variétisé un petit peu l'histoire. C'est pas péjoratif que de le dire, mais à l'arrivée, Genesis a pris un envol terrible et Yes pareil. Sauf que Yes, c'est juste avec ce morceau, parce que derrière, ils ont eu quand même du mal à confirmer. Mais ça, c'est la patte Trevor Horn. C'est-à-dire que lui, il est arrivé, il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire à partir des Buggles, il fait croiser les synthés dans tous les sens, et de suite, ça donne quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc le son va surprendre énormément les fans de toujours de Yes, mais par contre, il va attirer une nouvelle clientèle, ceux qui vont en boîte de nuit, les qui se déhanchent sur les clips de MTV, etc. Et ça va devenir un carton incontournable. Un tel carton d'ailleurs qu'il y a une chanteuse franco-congolaise qui répond au nom obscur de Rebecca Mbungu, qui elle en a fait une version que vous connaissez peut-être pas, mais je vous la mets parce que je trouve ça très sympathique. You always live your life, never thinking of the future. Prove yourself. You are the move you make. Après, tous les titres sont repris. Ah, tu peux faire Bossa Nova, reggae, Mafia, ça passe. C'est très très bien chanté d'ailleurs, très très bien joué aussi. Ce que tu fais toi de temps en temps sur des titres. Hein. Ah mais moi j'arrête pas, moi c'est ma spécialité. Moi je fais que ça alors. Les réorchestres. Ah oui, moi j'ai composé, j'ai composé une seule chanson qui aurait pu être un tube. Rappelle-toi à l'époque, je l'avais passé ici aussi, mais bon, que ça n'a pas marché. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends les chansons des autres et je les remaquille à ma façon à moi, et ça se passe pas mal. Faudra qu'on la repasse ta chanson. Ouais, j'ai aucune prétention avec ça de toute façon. Bon, alors là on arrive en 1984. Trevor Horn est toujours le producteur adulé et chéri, n'est-ce pas, de sa boîte de production qui s'appelle ZTT, n'est-ce pas, hein, c'est sa boîte, le nom ZTT. Hein. Et puis à un moment donné, en 1984, il croise la route de quatre jeunes hommes, dont un certain Holly Johnson au chant, et ça va donner ça qui, pour moi, je pense, est un des tubes les plus incontournables de l'histoire de la variété internationale. On est en plein dans les années 80. Hein. Ah, complètement. Tout est parti de là. Hein. Relax. Le groupe Hollywood. Presque ça. Et il m'en manque un morceau.
Alors, par sigle, c'est FGTH, Frankie Goes to Ah ouais, Hollywood. Frankie Goes to Hollywood. Voilà, c'était en 1984. Bah, Dès tu le vois, début de l'année, ce titre est sur toutes les lèvres. J'aurais eu un trou là. Relax de Frankie Goes to Hollywood, une chanson synthétique et obsédante, parée d'une rythmique tribale, t'as entendu un petit peu cette Ouais, espèce c'est vrai. de basse slappée et addictive. C'est ça qui est terrible. Et c'est là la patte Trevor Horn, c'est qu'il a le chic pour trouver des trucs qui te martèlent la tête et tu peux plus t'en défaire. C'est vrai. Et puis, Ah non, c'est monstrueux. Et puis surtout, beaucoup de synthé. Hein. Ah ben toujours, bon, c'est les années très 80, synthétique. Hein. Les années 80, c'était beaucoup de Très, synthé. très très synthétique, ça a été l'avènement du synthétiseur C'est vrai. et en plus lui par ses arrangements il les faisait croiser dans tous les sens avec tout ça. Là il y a le début du chant, écoutez ça, énorme. Qu'est-ce qu'on a joué dans les années 80 ce titre Ah mais ça c'était Sur les platines, terrible, je parle, terrible. Morceau incontournable et très difficile à jouer sur scène. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir. Petite anecdote croustillante, c'est parti Thierry. Alors, il faut dire que le clip vidéo c'est quelque chose quand même. Hein. Je veux dire là on est en plein de, si tu veux, dans la, je me rappelle pas dans du la clip, par révolution sexuelle, homosexuelle, etc. C'était quand même quelque chose qui était un petit peu moins prisé qu'aujourd'hui, il faut le dire. Aujourd'hui ça passe crème comme on dit, hein. Mais à l'époque quand tu faisais un clip vidéo ouvertement homosexuel, on te regardait quand même un petit peu. Oh là là, il fallait faire attention à ce qu'on disait. Hein. C'était compliqué. Brian De Palma, dont on a parlé avec mon ami Yves Gaziglia et l'inévitable Emmanuel Fricero il n'y a pas si longtemps encore sur 2 émissions, a récupéré aussi cette chanson pour la mettre dans son film Body Double de 1984 également, hein, où il faisait ce clip vidéo où on voyait Holly Johnson qui était allongée par terre et il y avait une fille avec la chevelure blonde toute léonienne qu'il tenait avec un mort dans le visage. Enfin, c'est Ça y est, ça me impressionnant, revient. Exact. impressionnantissime. Le clip a été jugé tellement violent par Frankie Goes to Hollywood que d'ailleurs ils l'ont pas conservé. Il était magnifique, filmé par Brian De Palma quand même. Excuse-moi du peu quoi. Il y a pire pour faire un clip, tu vois. Exact. Et ils l'ont pas sélectionné parce que c'était trop dur. Par contre, le clip qu'ils ont fait, qui se tourne en boîte de nuit, ouvertement homosexuel, avec des paroles, mais alors sans aucune équivoque possible, il était à peine plus tendre. Mais enfin bon, bref, ça a été une grosse révolution. Et il faut savoir que Trevor Horn, l'inévitable Trevor Horn, toujours lui, bien entendu, il n'était pas du tout satisfait du jeu des musiciens de Frankie Goes to Hollywood, en studio. Donc il les a virés, quoi. Il a gardé le chant de Holly Johnson et il a fait venir les musiciens du groupe de Yann Dury, qui étaient des Britanniques, qui avaient une façon un petit peu particulière d'utiliser leurs instruments, notamment le bassiste Norman Watt Roy, qui fait cette espèce de basse complètement dingue avec des sons venus d'ailleurs, qu'ils ont mélangé les sons de la basse, de la basse Fingered avec les sons de synthétiseur. C'est pour ça que ça donne un relief tout à fait particulier à cette chanson. Écoutez un petit peu le bridge de la chanson, ça donne ça. Voilà, on entend la guitare rageuse du soliste. Donc le groupe a complètement été évincé sur scène, en studio, pardon. Et c'est absolument pas lui qui a joué. Cela dit, c'est quelque chose qui est quand même plus fréquent qu'on peut ne croire. Notamment, je peux vous le dire, puisque moi j'ai mon expérience personnelle. Lorsque j'ai fait mon fameux 45 tours de S'il ne me reste, Sally, et que je suis arrivé en studio, donc chez Louis Chédid, pour enregistrer la chanson, il y avait Michel Curiot qui était l'arrangeur. Je me rappellerai toujours, c'est vraiment l'histoire de ma vie, ça. Il me regarde, il me fait on va essayer d'être qualitatif, hein, si tu vois pas d'inconvénient, Thierry. Je dis qualitatif, pourquoi? Il me dit non, parce que votre bande que vous avez fait, elle est très très bien, le morceau est très très bien, je suis l'arrangeur, j'ai l'habitude de travailler avec mes musiciens, donc j'espère que tu ne seras pas frustré, et si je te demande de ne pas jouer sur ton disque, sauf si tu insistes lourdement, parce qu'il m'a donné le listing des musiciens qui devaient jouer. Quand j'ai vu les noms, j'ai fait attends, mais laisse tomber, je pense que je vais écouter religieusement et prendre des notes. Donc j'ai même pas joué sur mon disque, tu vois, c'est quand même incroyable. Bon, j'ai signé la composition, c'était bien la seule chose qui m'intéressait, c'était ça quand même, hein, pour les droits d'auteur et tout ça, mais enfin peu importe. Mais par contre, donc c'est monnaie courante, ça arrive. Ben, lui, Trevor Horn, il a fait la même chose. Il a dit à Frankie Goes to Hollywood, il a dit écoutez les gars, vous êtes bien gentils avec votre basse-ringue là, vous allez rester de côté, je vais vous mettre des musiciens que moi je connais, hein, et
Et ils ont fait cette bande, mais alors complètement dingue. C'est pour ça que Frankie Goes to Hollywood, en fait, est un groupe qui jouait quasiment jamais sur scène. C'est du playback. Parce que les musiciens étaient absolument incapables de reproduire ce qui avait été fait en studio. Bon, déjà, il y a des synthés qui se croisent de partout. Il faudrait au moins qu'ils soient 18 sur scène, tu vois. T'as un orchestre philharmonique pour arriver à avoir un rendu pareil. Mais voilà un petit peu la petite histoire de ce tube incontournable qui a été un des plus gros tubes de l'histoire de la variété internationale. On s'excuse auprès de nos auditeurs et les auditeurs, ceux qui nous écoutent sur le web et la FM, pas de souci. Par contre, ceux qui nous suivent sur la Facebook, on a eu plusieurs coupures. Ça fait la 3e fois que je relance parce que ce soir, Facebook a décidé de couper quand il entendait un titre. Donc on va essayer de parler sur les pourtant, titres. Ils sont très courts. je suis à 23 secondes à chaque fois. Mais écoute, ils sont repérés dessus de suite et on nous coupe. Bon. Voilà, donc on s'en excuse. Bon, écoute, alors là, on va enchaîner. D'ailleurs, ça tombe bien parce que le petit bout de morceau que je vais mettre, là, il fait 16 secondes. Donc celui-là, il devrait passer tranquille. Hein. Alors écoute ça, si ça te dit quelque chose. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Non. Ça, c'est un groupe allemand qui s'appelle Propaganda. Le groupe, oui, ça me parle. Et la chanson, c'est P-Machinerie. C'était un tube monstrueux, avec un son énorme. Et si tu écoutes bien, on sent bien toujours la patte Trevor Horn. Parce que c'est encore lui qui est derrière, hein, par le biais de sa boîte de production ZTT. Une fois donc, qu'il s'est débarrassé de Relax avec Frankie Goes to Hollywood, il est tombé sur 4 Allemands, 2 garçons et 2 filles. Ralph et Michael pour les hommes, et Suzanne et Claudia Buchner, la chanteuse, pour Propaganda. Et il a trouvé ça très très intéressant. Par contre, eux, ils ont joué, ils sont rentrés en studio, ils ont joué. Et il a fait ce morceau incontournable. Vous allez entendre le début du couplet. On reconnaît cette chanson qui a été un tube énorme en 1985. Ah ouais, ce morceau, ça me parle. Alors, c'est un des rares morceaux où le refrain n'est pas chanté. C'est-à-dire là, je vais vous mettre le petit passage qui arrive derrière. Ça, c'est encore la patte Trevor Horn. Parce que lui, il était toujours dans l'inventivité. Il s'est dit, on va faire une chanson dont le refrain, en fait, ça sera un thème instrumental, mais hyper racollant, avec un riff de synthé qui va vous laisser vraiment, excusez-moi l'expression, mais le cul par terre. Ouais. Moi, j'adore cette chanson. Et donc, au moment où arrive le refrain, il y a Claudia Buchner qui va laisser monter sa voix. Et dans la foulée, patatrac, on est parti. Voilà le refrain. Sur la face B, il y a le morceau Duel, c'est ça? Ah, je sais. Ah, ben, je te dis ça parce qu'il y a Eric qui regarde et qui nous met ça en commentaire. Sur l'autre face du disque, il y a Duel qui est aussi bon. Ouais, c'est Eric Ghisolfo. Oui, oui, il nous écoute ce soir. J'étais avec lui il y a 2 heures de ça. Il nous écoute. J'étais obligé de le mettre dehors pour venir à l'émission. On te rend compte, on serait arrivé en retard sans ça. D'accord, mais il vient plus en studio. Non, mais c'est parce que c'est un garçon discret. Oui, c'est un garçon discret. Okay. Et puis il préfère rester avec sa petite femme. D'accord, voilà. Ok. Donc il avait écouté tous les deux les pieds dans les charentaises. Ou alors le laisse pas sortir. Donc je disais Propaganda, effectivement, premier morceau pratiquement au monde où le refrain n'est pas chanté. C'est un refrain instrumental. C'est assez rare pour être souligné. C'est la patte Trevor Horn. Partout où il est passé, Trevor Horn, il a toujours fait un truc qu'on n'attendait pas ou qu'on pensait même pas pouvoir voir arriver un jour. Ben lui, il l'a fait. Voilà. Et là, d'ailleurs, je ne résiste même pas au plaisir de vous mettre le refrain final avec la dernière pêche qui ressemble un petit peu à une note de Minimoog. Écoutez ça parce que c'est juste monstrueux. Voilà, bam. Ah oui, ça termine bien. Ça finit, voilà. Ça s'appelle du cut. Exactement. Ah oui, la cut directe là. Il n'y a pas de fondu de sortie. On est sorti de suite. C'est où les urgences? La première à gauche. Voilà, ça c'était Propaganda. Donc je voulais un petit peu boucler l'histoire de Trevor Horn, qui existe toujours. Hein, il continue toujours à produire. Chose que j'avais oublié de dire aussi, c'est sur Video Kill de Radio Star. Quand on regarde le clip vidéo, hein, à la fin du clip vidéo, on voit un mec en noir avec un visage un tout petit peu bouffi qui est derrière et qui s'excite, qui n'a rien à voir avec les beaux gosses
Beatles. En fait, il était déjà producteur. C'est Hans Zimmer, le fameux Hans D'accord. Zimmer, qui Moi, compose, je me rappelle pas du clip. Moi, qui compose quasiment 95% des musiques de films aujourd'hui sur les blockbusters américains. Eh ben, il était à la production de du vidéoclip de Moi, je regarde Blockbuster. jamais les clips, moi, en fin de compte. Ouais. Et comme en ce moment, il y a des chaînes où tu as des clips. Non, oui, je bien regarde sûr, pas, il y moi. a des chaînes qui passent que ça. Non, non, je Ouais, regarde ouais. pas en général. Ça a bien évolué parce qu'aujourd'hui, les trois quarts des clips sont quasiment des films. Hein. Mais là, on était quand même dans le dessus du panier. Hein. Bien que le clip vidéo de Video Kill the Radio Star quand même paraît un petit peu désuet aujourd'hui. L'image est un petit peu mangée, etc. Mais c'était les débuts du clip, quoi. Mais en tout cas, moi, je tenais vraiment, par le biais de l'émission d'aujourd'hui, faire au moins la première partie sur Trevor Horn parce que le nom ne dit pas grand-chose et pourtant c'est un énorme monsieur de la musique internationale anglo-saxonne et crois-moi, c'est quand même quelqu'un. À l'origine, on rappelle pour ceux qui ont raté le début de l'émission, à l'origine du titre Video Kill the Radio Star des voilà, Beatles. la vidéo a tué les stars de la radio. Hein. C'est exactement le côté visionnaire du garçon. Là, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus léger, mais d'un tube ô combien incontournable. Je vous envoie juste la musique parce que, à mon avis, ça va obligatoirement. Tu connais, hein. On peut pas se tromper là. J'adore ce titre aussi. Ah non, mais tu c'est m'as- magnifique, je suis c'est content, magnifique. J'aime bien parce que tes émissions, je les découvre. Hein, Ouais. et tu m'as fait une belle sélection ce soir. Ben, c'est-à-dire, c'est des morceaux variés, parce qu'en fait, vous allez voir avec ce qui arrive derrière aussi, on passe un petit peu du coq à l'âne quand on dit, comme on dit, c'est pratiquement le slow d'une génération, cette chanson, qui paraît d'ailleurs complètement fluette, désuète, etc., alors qu'en réalité, les paroles sont beaucoup plus toxiques que ce qui n'y paraît, n'est-ce pas? Such a Lovely Place, oui, Such a Lovely Place, l'hôtel California, mais en réalité, c'était un grand hôtel, si tu veux, dans lequel on accueillait tous les désaxés, les drogués, les alcooliques, pour faire des cures de désintoxication. Donc c'était peut-être Such a Lovely Place, comme ils le disent dans la chanson, mais c'était surtout, en fait, parce qu'on venait là, pas par hasard, quoi. C'est qu'on avait vraiment une pathologie à faire disparaître au plus vite. Et d'ailleurs, quand ils ont eu l'idée de prendre la pochette, ils n'ont pas pris la photo du véritable centre en question, ils ont pris la photo d'un très grand hôtel de Beverly Hills, parce que ça se passait par là-bas, et qui est un hôtel où descendait pratiquement toute la junte féminine et masculine, très très friquée de l'époque, etc. Voilà. Mais cet hôtel-là n'avait rien à voir avec l'hôtel California dont il parle dans les paroles de la chanson, parce que justement, c'était un petit peu plus dur. Vous savez que tous les musiciens de l'époque, les Californiens et beaucoup d'autres en général, passaient quand même par les consommations abusives d'alcool, voire de substances un petit peu qui nous rendaient un petit peu drôles, n'est-ce pas, pour ne dire que ça. Voilà. Et forcément, il y en a beaucoup qui étaient obligés de passer dans cet hôtel pour essayer de récupérer une vie à peu près normale. Voilà. Donc c'était la conjonction de Don Henley, le chanteur, avec le guitariste. Comment s'appelle-t-il déjà? Son nom m'échappe maintenant, je ne me rappelle même plus. Tiens, ça va me revenir tout à l'heure. Excusez-moi. Glenn, j'ai un trou de mémoire. Glenn Frey, ça y est. Ouf, quand même. Là, je pouvais pas t'aider. Merci Thierry. Glenn Frey, oui, parce que Glenn Frey, donc, il a fait Hotel California. Et d'ailleurs, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'ils se sont inspirés d'une chanson d'un vieux groupe des années 70 s'appelait Jethro Tull. Ça te dit quelque chose, ça? Non, pas du tout. Avec pas Ian Anderson, Yann Anderson au chant. Non, ça me parle pas. La chanson, écoutez bien un petit peu. Bon, c'est pas vraiment un copier-coller, hein, mais si on écoute un petit peu, on sent déjà qu'il y a la patte du futur Hotel California derrière. Whenever I get to feel this way, I to find new words to say. I think about the bad old days we used to know. We used to know. Nights of winter turn me cold. Fears of dying. Voilà, ils se sont inspirés de ça et peu moins évident que ce que j'avais pu marquer dans une émission précédente, où on s'était aperçu qu'effectivement, des fois, vous savez, mais bon, il n'y a jamais qu'une note dans une octave, et encore si on prend les altérations, on en a à peine plus, avec les dièses et les bémols. Donc forcément, à un moment donné, c'est un petit peu normal qu'on croise un petit peu par le même chemin. Je veux dire, depuis la nuit des temps, depuis que la musique existe, je veux dire, je suis même très étonné qu'il n'y ait pas plus de plagiat que ça, personnellement. Avec combien de notes? Il n'y a que 8 notes dans l'octave, pour aller de l'octave à la réoctave, et puis après, avec
les altérations qui arrivaient, on arrive à 12 notes, quoi. Donc c'est quand même compliqué de pas croiser les mêmes chemins. Alors forcément, hein, de toute façon, si on veut trouver des ressemblances avec un morceau, on peut toujours. Hein, on se casse la tête et on arrive toujours à trouver quelque chose. Donc Glenn Frey, le guitariste d'Hotel California, là, des Eagles, lui ensuite il a fait une carrière solo. Et puis un jour il a été rappelé par Harold Faltermeyer, qui était en train de faire la musique du film Le flic de Beverly Hills avec le célèbre Eddie Murphy. Et il a dit, écoute, nous on a une chanson, j'ai composé, ça pète pas mal, mais il me faudrait un bon solo de guitare derrière. Et puis j'arrive pas à trouver la voix qui va avec, donc qu'est-ce que tu peux faire? Le mec il a fait ça. Ah ouais, c'est sympa, Glenn Frey. C'est le guitariste des Eagles, celui qui a fait Hotel California. Le flic de Beverly Hills. Chanson qu'on joue avec Bertrand dans notre répertoire, adaptation sax-guitare. Tu as assez tendance années 80 ce soir. Oh, mais j'aime bien, hein. De toute façon, tu sais, tout est parti de là. Hein. C'est vrai, les années 80. Voilà, enfin, les puristes de l'époque nous diront quand même, et les yéyés, les 60s et tout. Oui, les 70s, oui, bien entendu, les années 2000. Aussi les années 90, pas de problème. De toute façon, il y a toujours eu des bonnes chansons partout, mais quand même, les années 80, c'est un vivier, excuse-moi, mais c'est vrai, incontournable. Tu en prenais une, c'est que des tubes. Que des tubes. Et qu'on écoute toujours aujourd'hui. Et qu'on écoute toujours aujourd'hui. On fait des soirées spéciales là-dessus. Tu en fais régulièrement d'ailleurs. Il y a beaucoup de titres qui ont disparu des années 50, mais il y en a, c'est vraiment la décennie où il y a le plus de tubes qui continuent. Ah mais c'est clair, cartonne toujours. C'est clair. Donc là on va passer maintenant en 1982. Écoutez ce morceau parce que ça va vous dire obligatoirement quelque chose. Voilà, c'est le célèbre Africa du groupe Toto. J'ai fait une émission spéciale sur eux, bien entendu, à l'époque. Alors cette chanson, c'était une chanson qui devait même pas figurer sur leur album, il faut le savoir quand même. Ils avaient déjà bouclé l'album, hein. Tout était terminé. Mais pareil, David Page, le clavier, qu'on entend d'ailleurs parce que c'est lui qui chante sur ce morceau, il dit il me manque un truc, moi j'aimerais bien faire vraiment un morceau qui... Et puis il adorait l'Afrique. Il adorait l'Afrique et tout le monde s'est foutu de lui, hein, dans le groupe. Parce qu'ils étaient très 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 amis, ils arrêtaient pas de se tirer l'oiseau. Et tout le monde s'est foutu de lui en disant enfin franchement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as vu comment tu le chantes et Patin Couffin, c'est devenu le morceau numéro 1, the number one of the world du groupe Toto. Quand on parle Toto, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Bon, il y en a eu d'autres aussi. Il n'y a pas Hold the Line, hein, bien entendu, Hold the Line, etc. Mais enfin, Africa, c'est quelque chose. Il faut quand même savoir qu'il y a un type d'origine namibienne qui a mis un système dans le désert. Non, ça c'est un truc de fou. Il a mis un système dans le désert avec plusieurs haut-parleurs qui peuvent résister à des températures vraiment énormissimes, avec des systèmes de MP3, pareil dans des petites boîtes complètement à l'abri pour résister à la chaleur, en plein désert namibien, et qui fonctionnent à l'énergie solaire, n'est-ce pas, et qui balancent H24 Africa de Toto. H24, vous entendez ça dans le désert namibien. Moi je plains les animaux du désert. Non mais c'est fou, hein. Il y a un vieux zébu qui passe en buvant son petit coup et il entend ça derrière. Il connaît ça. Les Touaregs qui passent aussi, pareil, tu vois, je veux dire, il y a des caravanes entières qui passent, ils entendent régulièrement. Il paraît que ça tourne tout le temps, hein. Donc, H24 dans le désert namibien. Petit coucou à Fernand qui nous rejoint. Puis il y a beaucoup d'auditeurs ce soir dont les noms j'ai jamais vus, donc je sais pas. C'est les nouveaux qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de l'émission à travers le monde. Ben peut-être. Ah ouais. Je pense. Allez, 1979, il y a ça. On pourrait dire qu'ils ont fait assez d'essais et qu'ils sont passés tout de suite vraiment à l'essentiel. Hein. Ah ouais, vraiment. C'était en 1979. Pourquoi je vous parle de cette chanson? J'ai été les voir en concert. Ah oui, non mais ça c'est énorme. Là, c'est énorme avec leur guitariste emblématique Angus Young. C'est énorme. Les frères Young, ils sont deux. Hein. Il y a Malcolm aussi qui joue je les ai vus il y a quoi? Il y a moins de 10 ans, donc c'était à Nice. Ils étaient quand même plus tout jeunes.
Ils sont plus tout jeunes, hein. Pareil, ils culminent à 70 balais, hein, minimum. Hein. Ils ont envoyé du lourd. Ah mais c'est clair, hein, mais ces types-là, ils ne se démodent jamais, ils ont toujours l'énergie. Angus Young, on dirait un adolescent, il a une tête de vieux, mais il est toujours aussi petit, c'est un adolescent. Il est resté coincé, lui, dans les années 70. Je sais pas pourquoi il fonctionne, mais il fonctionne. Alors en tout cas, Bon Scott, le chanteur, lui, qu'on entend là, avec sa voix de faussaire, là, lui, il fonctionnait au vin rouge et au miel, c'est-à-dire pour se détendre un petit peu la voix, il buvait du vin rouge avec du miel. Hein. D'accord. Bon, le miel, c'est très bon pour la voix. Le vin rouge, je suis pas certain. Mais enfin, lui, il avait mis les deux ensemble. Et il faut dire, la question d'un journaliste un jour, à quoi ressemble la vie d'ACDC qui est censé s'en tourner? Et lui répondait avec sa voix un autoroute vers l'enfer, a highway to hell. Ouais. Déjà, il avait sorti ça. La chanson n'était pas sortie encore. D'accord. En fait, Highway to Hell, c'est une portion d'autoroute qui se trouve coincée entre Perth, qui est une ville qui se trouve sur la côte ouest de l'Australie, et Fremantle, qui est juste à côté. Ça va faire à peu près 25 à 30 km de portion d'autoroute. Très très dangereuse parce que c'est en descente, et quand tu arrives à Perth, il y a un carrefour en bas, et en général, si tu y arrives et que tu n'es pas en contrôle total, en général, c'est fini pour toi. Tu te craches. Voilà, tu te craches. Et lui, Bon Scott en a fait l'amère expérience. Et en fait, ça lui est venu de là. Il a dit, un jour, il faudrait qu'on parle de cette Cali Highway, Highway to Hell. Et il en a parlé dans cette chanson, donc avec le refrain Terence Lemieux. Mais nous, en 71, on a entendu une chanson qu'on s'est dit, tiens, encore une belle chanson, une de plus. Et pourtant. Imagine there's no heaven. Et comme disait John Lennon dans cette chanson, imaginez qu'il n'y ait pas de pays. Ce n'est pas si difficile de l'imaginer. Rien qui nécessite de tuer ou de mourir, et pas de religion non plus. Voilà. Ouais. Tout est dit. On pensait que ça serait une énième chanson d'amour. Ça a été beaucoup plus que ça, puisque Imagine All the People a été quand même une chanson qui a eu un statut particulier. Elle est devenue, on peut dire, complètement universelle. Elle a transcendé toutes les époques. Et on ne peut pas écouter cette chanson sans penser effectivement à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en 1981, enfin, un soir où il rentrait de studio d'enregistrement avec Yoko Ono au Dakota, cet immeuble qui a abrité de beaucoup de célébrités aux États-Unis, qui se trouve sur la côte ouest de Central Park. J'y étais, moi, à New York, j'ai tenu à y passer. Et quand je suis venu, d'ailleurs, il y a un énorme vigile, policeman américain, qui m'a dit no photo, no photo. J'ai dit non, mais je ne prends pas de photo. Moi. Je me suis juste mis là, devant la porte d'entrée de l'immeuble, et je me suis dit nom de Dieu quand même. Là où il a été assassiné. Ah ouais, il y a un type qui est venu lui mettre une balle dans la tête et qui était apparemment un de ses plus grands fans. Et qui était encore resté scotché à l'époque des Beatles, va savoir ce qui lui a passé par la tête. Il était venu le matin en repérage, et puis il a demandé un autographe. John Lennon lui a donné un autographe. Et il l'a tué. Et il avait le flingue dans la poche, hein. Il ne l'a pas tué. Il est revenu le soir, il a attendu qu'il n'y ait personne, et là, bam. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Je peux vous dire, quand vous passez là-bas, à côté, sur le parvis du Dakota, il y a quand même une émotion qui se dégage, et si vous laissez traîner une oreille, la gauche, hein, pas la droite, on s'en fout, mais vous laissez traîner l'oreille gauche, c'est pas impossible qu'on entende effectivement ça. Extraordinaire chanson. John Lennon. Ah voilà. Alors là, on va passer de John Lennon maintenant à Monsieur Sting et le groupe Police, parce qu'ils ont fait quand même pas mal de choses. Alors tout une émission spéciale ce soir. C'est une émission particulière. Alors là, je vais vous demander, toi le premier, cher ami Jean-Luc, de traîner l'oreille. Hein. Tends bien ton oreille, les deux, hein, cette fois-ci, pas la gauche, hein, les deux. Hein. Parce que vous allez écouter le début de la chanson Roxanne. Roxanne, tout le monde connaît cette chanson, n'est-ce pas, en 1978. Et écoutez bien, parce que tout de suite au début de la chanson, vous allez entendre un accord de piano complètement dissonant qui n'a rien à voir avec la chanson, et juste derrière, un tout petit rire futile qui est le rire de Sting. Et je vous explique après pourquoi. On y va. Hop, accord de piano.
Alors je sais pas, est-ce que tu as bien entendu? Oui, mais je vais le remettre parce que vous avez en plein milieu, il y a la guitare qu'on entend. J'avais jamais oui, mais entendu personne ça. n'a fait gaffe. Même moi, j'avais pas fait gaffe. Mais en faisant l'émission de ce soir, je me suis dit, là, il faut quand même qu'on en parle. Écoutez bien cet accord complètement dissonant et juste derrière le rire de Sting. Hein. Hop, piano. T'as pas entendu? Ouais, mais c'est. Et il se met à rire derrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est tout simple. Ils étaient en studio en train de faire l'enregistrement de la chanson. Et Sting, à un moment donné, il prend sa basse, il commence à jouer. Enfin, avant de commencer à jouer, il s'assoit sur le piano, sauf qu'il avait oublié de mettre le capot du piano. Donc en s'asseyant, boum, avec sa fesse droite, il a fait un accord complètement dissonant et forcément il s'est mis à rire. Et ils ont dit, bon, on va le garder parce que ça fait sympa dans la chanson. Donc si vous ne saviez pas, mesdames et messieurs, pourquoi il y avait un accord dissonant dans la chanson de Roxanne, et derrière le début de rire de Sting, eh ben maintenant vous le savez. Voilà. Ouais, on en apprend beaucoup avec toi. Voilà, ce soir, il fallait le dire parce que c'était important. Comme, n'est-ce pas, en 1968, on entendait ça. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. Voilà, Paris s'éveille, bien entendu, Jacques Dutronc. Alors, on est en 68 quand même, hein. On est revenu en arrière. Bon, chanson qui a été un carton. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse bouffe entre Jacques Revaux, n'est-ce pas, le producteur, et Jacques Dutronc. Ils décident de faire un truc sur Paris, l'éveil de Paris. Enfin, Paris s'éveille. Donc, Dutronc tout de suite commence à écrire les paroles. Ils passent en enregistrement le soir même. Hein, ça allait très vite à l'époque. Hein. Ils commencent à faire le morceau. Et puis en l'écoutant, ils sont là, ils se disent, ah, mais quand même, il manque un truc. Et dans le studio d'à côté, il y avait un certain Roger Bourdin, qui n'a rien à voir avec Jean-Jacques Bourdin, c'est pas la famille. Hein. Roger Bourdin, flûtiste de son état, classique qui plus est, qui était là en train d'enregistrer un morceau de classique. Ils vont le voir, ils étaient un petit peu éméchés quand même, hein. Surtout que Dutronc, tu sais qu'il suce pas que de la glace, quoi. Et donc ils vont le voir en lui disant, non, il faudrait que tu nous fasses un truc, toi, comme ça au pied levé. Alors il dit, attendez, mais moi je joue du classique et je fais de la variété, vous rigolez ou quoi? Je vais pas faire ça, ça m'intéresse pas du tout. Il lui fait une caisse de pinard, il lui fait un gros chèque, le mec il vient en une prise, il fait tout ce qu'on vient d'entendre sur le morceau, et finalement ça a radicalement changé la couleur du morceau. Hein. Regarde, je vous le remets en vitesse là. La flûte. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Ça a changé complètement la chanson, t'avais plus rien à voir. C'est vrai. Voilà. Hein. En 1982, Nicolas Sirkis, le guitariste chanteur d'Indochine, sort ça. Alors bien entendu, tout le monde connaît cette chanson, hein, l'aventurier, voilà. Mais pourquoi l'aventurier? Tout simplement parce que Nicolas Sirkis était un grand fan de bande dessinée. Voilà, il adorait ça, n'est-ce pas, la bande dessinée. Et Bob Moran, forcément, il aimait beaucoup. Hein. Et puis son père avait tous les bouquins de Bob Moran. Alors il est allé dans la bibliothèque, il a regardé, il a ressorti Kerouac, Mr. Calvin Jones, L'Ombre Jones, Bill Ballantine, l'opération Dada-Wib, et puis forcément Bob Moran. Et puis ça donnait bing. Il a écrit son texte comme ça a été vite fait. Hein. Ouais. Il a trouvé un petit liant, si tu veux, pour mettre tous ces mots reliés entre eux. Et ça donne l'histoire d'un des plus gros tubes d'Indochine. Comme quoi ça tient pas à grand-chose des fois. C'est un tube qu'on passe toujours. Hein. Ah mais tu m'étonnes. Moi, je prends ce côté DJ, on le passe toujours. Tu m'étonnes. Alors ensuite, écoutez ça, parce que ça, c'est à mourir de rire aussi. Si vous entendez ça, ça vous dit quelque chose. SNCF. Bravo. Alors oui, SNCF. Pourquoi SNCF? Parce que il se trouve que donc en 2014, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, David Gilmour, le génialissime, l'extraordinairissime guitariste du groupe Pink Floyd, non moins génialissime aussi, n'est-ce pas? Il est en vacances en France, hein, il se pointe à la gare d'Aix-en-Provence, vous voyez, une petite gare, hein, d'Aix-en-Provence. Il est là, assis, puis il est avec son téléphone, et puis il entend ça. Il se dit, c'est bien, toi. Il met son téléphone en main, il enregistre ça, et puis bon, il fait ce qu'il a à faire. Il retourne chez lui en Angleterre, et quand il arrive en Angleterre, il dit, putain, c'était la sonorité, j'aimais beaucoup quand même, tu vois. Il fait ça, et derrière, il y a ça.
David Gilmour. Je connaissais pas ça. C'est un truc de fou. La chanson s'appelle Rattle That Lock. D'accord. N'est-ce pas? Il s'est inspiré de ces 4 notes qui ont fait la puissance, n'est-ce pas, musicale, si on peut pas parler de ça, de la SNCF. Le type qui a fait les 4 notes, il a gagné des millions d'euros avec ça. D'accord. Et lui, il s'en est servi. D'ailleurs, il y a eu au début un procès parce qu'en fait, il avait pris ça en loose day, sans rien dire à personne. Ouais. Et puis finalement, il a été obligé de se rapprocher du type qu'il avait fait à la SNCF parce que forcément, il y a droit d'auteur, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas du tout du David Gilmour. Et en plus, ce que vous entendez, c'est exactement ce qu'il a piqué sur son téléphone. C'est-à-dire qu'il voulait avoir le même son, il voulait pas le reproduire en studio, il voulait que ce soit le son d'origine. Oui, il a fait un copier-coller, quoi. Voilà, donc il a mis son téléphone en branle, le type il a un petit peu mixé, ils ont rajouté quelques filtres, etc. Et ça a donné ça. Voilà, également, alors là je fais un petit peu vite parce que le timing un petit peu s'évapore. 10 minutes d'émission. Mais voilà, on va y arriver sans problème parce que ça je voulais en parler, j'en avais déjà dit un petit mot. Mais je vais quand même vous mettre la chanson et après je vous en parle parce que ça me touche personnellement plus. Quand la musique est bonne, quand la musique dort, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas, quand la musique est bonne, quand la musique. Voilà, donc c'est en 1982, Marc Lombroso a décidé de produire Jean-Jacques Goldman. Il a qu'un seul artiste dans sa boîte qui s'appelle les Nouvelles Éditions Françaises. Il vient de quitter Vogue où il était directeur artistique. Il monte sa boîte, un tout petit bureau au fin fond du grand bureau de Jacques Wolfson, qui est un gros producteur parisien, n'est-ce pas? Moi, je me pointe pour essayer de faire mes chansons, essayer de caser mon truc. Jacques Wolfson m'envoie au plâtre, mais alors rapidos. Et voilà, je m'en vais avec ma cassette alors que j'ai mis quand même 6 mois de ma vie là-dedans avec mon pote Jean-Louis pour essayer de mixer ça correctement. Il y a une petite porte qui s'ouvre et là, Marc Lombroso me fait « Eps !» Viens ici, toi. Je savais même pas que c'était Marc Lombroso. On commence à discuter, on va manger au restaurant ensemble. Et là, il me raconte cette histoire extraordinaire parce que je lui dis, attends, mais c'est bien beau, tu veux nous signer? Moi, j'adore ça. Merci, merci au grand Dieu, merci. Mais qui c'est que tu as dans ta boîte? Il me dit, j'ai un seul artiste, c'est Jean-Jacques Goldman. Donc, je me retrouvais à signer un contrat d'édition dans la même boîte que Jean-Jacques Goldman où il y avait 2 artistes, lui plus moi. Ça fait quand même plaisir, tu vois ce que je veux dire. Bon, il y en a un qui a vachement bien marché, c'est Jean-Jacques Goldman. Et puis l'autre, on n'en a jamais entendu. La preuve, c'est qu'il est là devant vous aujourd'hui. Enfin bon, bref, c'est pas trop grave. Mais par contre, il m'a raconté cette magnifique histoire de Quand la musique est bonne, dont tout le monde pense que c'est une chanson que Jean-Jacques Goldman a écrite dans son 2e album, Que nenni, c'est une chanson qu'il avait écrite bien plus tôt et qu'il avait fait chanter par une fille qui n'avait rien à voir avec lui et que simplement Marc Lombroso, quand il a entendu cette fille dans une émission qui s'appelait Les Premières Chances d'aujourd'hui, Madame, il a tout de suite senti le potentiel de la chanson. Mais surtout pas celui de la chanteuse. D'accord. Donc, par sa somme interposée, il a piqué l'adresse de Jean-Jacques Goldman. Il a été le voir, il lui a dit, tu vas oublier tout de suite ta chanteuse de faussaire, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, moi, je vais écouter ce que tu fais. Ils ont sorti, donc, bien entendu, Il suffirait d'un signe, le premier hit de Jean-Jacques Goldman. Et puis derrière, il y avait Quand la musique est bonne. Petite histoire qu'il fallait dire. Celle-là, je l'ai appris de la bouche même de Marc Lombroso. Donc, ça, c'est quand même pas des balivernes que je vous raconte. J'ai même pas eu besoin d'aller sur Internet pour le savoir. Je le savais depuis, ça fait 40 ans que je marine ça, n'est-ce pas, dans mon col de chemise. Voilà. Bon, ensuite, on va passer à ça. Au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise. Tu reconnais la voix, bien entendu. Bien sûr. Alain Bachung, le regretté Alain Bachung, qui nous a quittés presque jour pour jour, le 13 mars 2009. C'est pas si loin que ça. Ça fait 13 ans quand même. J'étais d'ailleurs en vacances à Paris il y a 3 semaines de ça. Et avec ma femme, on s'est baladé au Père-Lachaise, le cimetière du Père-Lachaise. Et il y a une très très jolie tombe avec des arcs de cercle comme ça, de couleur noire sur du marbre blanc, qui symbolisent les sillons d'un disque. Et il y a marqué pour Alain, avec Alain pour toujours, enfin un truc dans le genre. C'est beaucoup d'émotions. Alain Bachung, qui était et quand il a signé Gabi, il avait 35 ans quand même. C'était pas un petit jeune. Je veux dire, il était chez Philips et le gars de Philips commence à lui dire vous êtes bien gentil là, mais à un moment donné, il faut quand même envoyer du pâté parce que nous, on n'est pas là que pour financer des disques qui ne marchent pas. Voilà. Alors le producteur de l'époque s'appelait Gérard Baquet, n'est-ce pas, le producteur de chez Philips, qui adorait Bachung, mais qui quand même convenait qu'il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose parce que ça commençait à craindre un petit peu. Il avait un gros budget pour faire le futur disque philharmonique du grand orchestre de Paul Meuriat. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Paul Meuriat. Non, pas du tout. Voilà, c'était un grand orchestre philharmonique qui reprenait des standards, etc., qui jouait. Et il avait un bon budget conséquent pour ça. Il a rogné sur ça, il l'a annoncé aux funérailles de Alain Bachung.
Personne ne savait ça. D'accord. Qu'il avait rogné sur le budget de Paul Moria, de ce disque-là, pour essayer de lui donner sa dernière chance en lui disant écoute, je te sors un budget, je ne peux pas faire autrement, donc je suis obligé de piquer du fric en loose day sans que personne soit au courant, mais défonce-toi, fais quelque chose, sors-moi quelque chose. Et il sort ça. Et il a été voir avec Boris Bergman, ils ont écrit ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est là que c'est marrant, c'est que coup de maître quand même, parce que bon, pour une chanson qu'il a fait à la débeauté, ça a été un tube incontournable, ça a lancé la carrière de Bachung, hein. Il y a eu Vertige de l'amour derrière, et quand il a fait ça, en fait, à un moment donné, il s'est absenté pour aller aux toilettes, lui, comme Trevor Rabin tout à l'heure dans Under of Lonely Heart. Il se passe souvent des choses quand on va aux toilettes, c'est terrible, hein. Et donc il va aux toilettes, et puis l'autre il dit attends, mais on n'a même pas fini le texte et tout, et il dit à Boris Bergman qui écrivait le texte, parce que Bachung faisait pas tous ses textes, hein. Il faisait surtout les musiques, de temps en temps le texte, mais surtout les musiques. Il lui dit bah toi tu t'es si fort que ça, t'as qu'à continuer les paroles, et puis t'inquiète pas, je reviens. Ah non, j'en ai pas pour longtemps, je vais aux toilettes. Il sort des toilettes et à ce moment-là, à la fin de la chanson, vous entendez à quoi ça sert la frite si on n'a pas les moules, à quoi ça sert le cochonnet si on n'a pas les boules. Voilà, il a écrit ça. Et l'autre, il est sorti, il a même pas regardé le texte, il a pris sa feuille et il a chanté directement en une seule prise le final. Et ça a fait quand même le tube incontournable de Gabi. Je tenais à le dire parce que c'est une petite anecdote quand même très sympathique. Je tenais surtout aussi à rendre un hommage appuyé à ce maître surréaliste, ce poète complètement déjanté, cette étoile filante, une sorte de musicien qui avait tout compris avant tout le monde, Alain Bachung. Voilà, ça ne s'invente pas. Et pour ceux qui auraient encore des doutes, allez écouter un de ses derniers morceaux qui s'appelait Ma petite entreprise, où il y a un arrangement avec une basse, mais d'outre-tombe derrière, extraordinaire. Connais pas la crise. Connais pas la crise. Magnifique chanson, parce que là, pour le coup, quand on entend Ma petite entreprise, on s'aperçoit que Bachung était beaucoup plus qu'un simple chanteur de variété. C'était déjà un petit peu à la Peter Gabriel, quoi. C'était des mecs qui avaient, à l'intérieur de leur musique, dans les arrangements, ils avaient déjà tout ce côté symphonique qu'avaient jusqu'à présent, en tout cas, que les anglo-saxons. Il y en a quelques-uns en France, hein, Balavoine, Goldman, bien entendu, dont on vient de parler. Balavoine l'avait aussi. Bachung, Alain Chamfort, il y en a quelques-uns, les plus grands, Michel Fugain, les plus grands mélodistes français en général, sont des gens qui ont des idées un petit peu très anglo-saxonnes dans leur façon de faire. Donc ça, c'était Gabi. Il y a également une chanson dont je tenais à parler. Je vous mets le début parce que j'adore cette chanson. Je sais pas si tu connais ça. La chanteuse s'appelle Linda Williams. C'est pas la chanteuse la plus connue du monde, hein. Cette chanson était un énorme tube en 1987. Le compositeur, c'est Romano Muzumara. Romano Muzumara, à l'époque, c'était tout ce qui touchait tube. C'est lui qui a fait la carrière de Stéphanie au début, Steph de Monac, là, avec Ouragan et tout, on reconnaît bien le grain, hein. Ouais. Mais c'est un compositeur extraordinaire. Il a été le mari aussi de Linda Williams, parce qu'il n'a pas pu résister à la plastique impeccable de cette jeune fille qui arrivait souvent et qui chantait pieds nus. Elle était très très grande, une brune capiteuse. Franchement, on va regarder le clip vidéo, tu verras. Je suis sûr que son visage te dit quelque chose. Si j'en ai parlé ce soir, c'est parce que malheureusement j'ai appris qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années à peu près, elle vivait très mal sa séparation avec Romano Muzumara et elle a mis fin à ses jours. Hélas, c'était une magnifique personne qui devait avoir à peine une quarantaine d'années. Et le refrain, c'était ça. Voilà, c'est une très très belle chanson. Linda Williams, Trace, composée par Romano Muzumara. On arrive sur la fin de l'émission et également un morceau à titre posthume. Je ne voulais pas terminer non plus en glissant une petite larme, mais c'est tellement énorme. Quand la chanson est sortie en 2019, donc vous la connaissez obligatoirement, hein. Mais elle a été composée en 2014 entre Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, et ce DJ extraordinaire qui répondait de son nom de scène de Avicii. T'as dit quelque chose. Ils se sont rencontrés tous les deux à Madagascar, ils ont fait un clip vidéo magnifique, ils ont fait une chanson magnifique, vraiment avec un refrain bien dans la veine de Coldplay, et surtout ce côté très très aérien et addictif de la musique d'Avicii, parce que je trouve que ce type, il avait vraiment quelque chose, hein. Franchement, dans la composition. Ils ont composé ça en 2014 et puis malheureusement en 2020, un an après sa sortie, elle n'était même pas encore sortie d'ailleurs la chanson, il y a eu un album posthume puisqu'Avicii a mis fin aussi à ses jours d'une manière terrible, hein. Il s'est ouvert les veines avec des tessons de bouteille, enfin, c'était absolument abominable. Tu vas nous la faire écouter. La chanson s'appelle Heaven, c'est ça.
Eh ben, on termine encore cette super émission sur ce disque d'Avicii, mon cher Thierry. Comme belle émission, on a parlé de beaucoup de monde ce soir. Une émission. On les a passés. Hein. J'ai réussi à caser tout ce que j'avais prévu. Une émission qui était particulière, une émission qu'on va rediffuser puisqu'il y a eu beaucoup de coupures de vidéos. t'as eu des soucis aujourd'hui. En tout cas, sur le live, donc qui est coupé, on va la mettre sur notre C'est-à-dire qu'on n'a pas vu nos beaux visages, alors, c'est ça? Si, mais en plusieurs épisodes ce soir. Voilà. Donc vous savez que maintenant, tout de suite derrière, on va redémarrer. Pardon, excusez-moi, je reprends. Je t'en prie. On va démarrer tout de suite derrière avec l'émission Big Cactus Country. On va passer carrément à la country. Et puis bien sûr à partir de 21h, ça sera du funk comme d'habitude, comme tous les soirs. Nous on se retrouve au début du mois, dans 2 semaines, hein, pour spécial cinéma avec mon ami Yves et peut-être Emmanuel Fricero s'il peut venir. Ça sera sur Jean Rochefort. Jean Rochefort, j'adore. D'accord, eh ben, écoute, moi je dis bye bye à tout le monde et puis tout de suite c'est de la country, une belle émission encore et qu'on va vous rediffuser sur notre antenne. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. Bye bye et puis bonne soirée et puis donc dans 2 semaines mon cher Thierry. Pas de problème, on sera là. Avec Jean Rochefort. Bye bye à tous. Ciao, au revoir. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h. Big